Au Maroc, on a chaque année entre 350 000 et 400 000 nouveaux diplômés qui intègrent le marché du travail. Nous sommes un pays qui a pour objectif 2030 de baisser le taux de chômage à 9% au lieu de 13,3%. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes? Si tu cherches un emploi, si tu as besoin d'aide, nous t'aiderons et nous le ferons gratuitement. Quel est le plus gros mythe qu'on leur vend sur le marché du travail? Demain, grâce à ton diplôme, tu vas avoir un travail. On oublie de lui dire, tu vas envoyer la première, la deuxième, la centième fois le CV et personne ne va te répondre. Quel est le plus grand frein aujourd'hui à une politique RH plus humaine, plus inclusive au Maroc comme ailleurs? C'est le mindset. Nous continuons à considérer le salarié comme une ressource. Normalement, on devrait voir la direction des richesses humaines. La gestion RH a besoin d'un basique, la reconnaissance. On a deux typologies de pouvoir dans une entreprise, Oui. selon Crozier et Exact. selon Weber. Il faut qu'on arrête de dire que le gouvernement est responsable de tous les problèmes. العائلة المغربية هي المسؤول الأول ديال l'avenir du jeune ou la jeune marocaine. On a aussi le premier responsable هو الشاب ولا الشابة المغربية. اوكي l'école ما عاوناتكش ولكن انت كشخص انت كمغربي انت كمواطن شنو درتي؟ Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Perspective. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mehdi Grini. C'est une voix qui compte quand on parle de l'employabilité, de jeunesse et de leadership au Maroc. C'est le président de Hope Maroc, directeur en multinational, conférencier TEDx et aussi dans le top 10 mondial sur LinkedIn. C'est un parcours inspirant au service d'engagement clair, créer des passerelles entre les talents, les entreprises et l'impact. Mehdi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir que tu sois là aujourd'hui. Merci beaucoup Adnan et merci pour l'introduction. Je ne m'attendais pas à une introduction aussi positive. Je suis étonné d'être présenté comme ça. En tout cas, j'accueille avec humilité la façon avec laquelle tu m'as présenté et je te remercie énormément. Merci également. Est-ce que j'ai réussi déjà de dire l'essentiel sur toi ou tu préfères te présenter avec tes propres mots? Écoute, c'était très complet. Moi, je rajouterais que je suis ingénieur en textile et comme ce que font la plupart des Marocains, à un certain moment, ils font plaisir à leurs parents. Et donc, ils suivent ce que leur demandent leurs parents. Et ça, c'est un sujet d'orientation dont on va parler par la suite. Et donc, j'ai fait les IT. Et puis, à un certain moment, après 2 ans de travail dans le domaine du textile, je me suis rendu compte que c'était absolument pas mon métier et j'ai changé complètement de carrière. Tu as un parcours qui mêle multinational, initiative citoyenne, conférence. Quel est en fait le déclic qui t'a orienté vers la question de l'employabilité et de l'impact jeunesse? En fait, si tu veux, Ednan, c'est parti de ma propre expérience. J'ai vécu dans une famille qui, en fait, ma mère nous a éduqués le fait de donner sans retour. Et c'est beaucoup plus un sujet de départ d'éducation qui était très positif dans ce sens-là. Et qu'à un certain moment, quand j'ai atteint un niveau adulte, j'ai rencontré aussi une période de chômage où j'ai vécu des moments qui ont été très très difficiles. Et que grâce à une personne qui n'était absolument pas rien ne l'a prédisposée à m'aider, elle m'a tendu la main. Et donc elle m'a tendu la main et elle m'a montré beaucoup de choses dans le sens où comment on passe un entretien, comment on postule, comment on relance aussi des entreprises, comment on s'améliore. Et donc à travers cela, j'ai réussi à avoir une carrière. Alhamdoulilah, ça se passe bien. Je travaille dans une multinationale dont je suis fier énormément. J'ai un poste de responsabilité. J'ai été expatrié en France. J'ai travaillé pendant une longue durée en France grâce à cette entreprise. Et là, je suis revenu au Maroc et à un certain moment, on se dit le bled ديالنا عطاتنا بزاف ديال الحوايج. Qu'on le veuille ou non, qu'on critique ou là ouais, le Maghreb عطانا بزاف ديال الحوايج, عطانا des trucs très très positifs et il est important pour chaque Marocain et dire le give back. Pour moi, c'est très très important parce que tu vis dans un environnement بوحدك et tu considères بين الآخرين عايشين المشاكل ديالهم. انت مغربي, انت مواطن مغربي, خاصك تعاون المغرب وخاصك تعاون المغاربه. Et à partir de là, j'ai lancé cette idée-là qui était avec quelques copains qui était d'aider les jeunes diplômés. Au Maroc, on a quasiment chaque année entre 350 000 et 400 000 nouveaux diplômés qui intègrent le marché du travail. Donc si on parle chiffres, nous avons un taux de chômage actuellement de 13,3%.
nous avons ces 400 000 qui intègrent les 13,3%. Parce que eux-mêmes ne se retrouvent pas dès le lendemain avec un poste, avec un travail. Donc, ils continuent à chercher. Et c'est là où on voit le open to work sur LinkedIn. Et donc, à travers ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes? C'était le basique du basique. C'était de faire les CV, aider à des simulations d'entretien et montrer à ces jeunes comment trouver un emploi et comment relancer. Et donc, on est intervenu dans des universités, dans des écoles privées. On a eu des groupes où on a fait des simulations d'entretien et ça a super bien marché. Sauf que, entre-temps, on a eu le Covid qui est arrivé. Et donc, le Covid, on sait et on connaît quels sont les dégâts qui ont été faits à cause du Covid. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes, de Marocains, de jeunes, de moins jeunes Marocains qui ont perdu leur travail. Et du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de changer complètement la charte de l'association et dire, eh ben, maintenant, l'association Hope n'est plus ouverte qu'aux jeunes diplômés, elle est ouverte à tous les Marocains. Donc, quelle que soit la ville où tu es, quel que soit le niveau de diplomation, si tu cherches un emploi, si tu as besoin d'aide, nous t'aiderons et nous le ferons gratuitement. Et donc, c'est à partir de là où on a développé un système de mentorat, qu'on a à peu près 79 mentors de par toutes les villes du Maroc, sauf Tanger et Laayoune qu'on va adresser en 2026. Et ces mentors vont accompagner 1, 2, jusqu'à 3 chercheurs d'emploi dans leur secteur d'activité. Et en même temps, on a développé aussi des classes gratuite en français, parce qu'on a remarqué que la plupart des échecs des entretiens, eh ben, c'était à cause de la langue. Le jeune diplômé ou le moins jeune maîtrise son savoir-faire, a un niveau de diplôme qui est très bon, mais par contre, quand il intègre un entretien, quand il commence un entretien, il a de la difficulté à parler. Il a de la difficulté à se positionner. Donc, on a lancé pas mal d'actions dont on aura l'occasion de parler par la suite. Et tu occupes aujourd'hui un poste de direction dans une multinationale, tout en président Hope Maroc. Et comment tu construis cet équilibre entre carrière corporate et engagement sociétal? Eh ben, écoute, Adnan, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile, mais une chose est sûre. Il y a ma carrière professionnelle à laquelle je tiens énormément. Et pour moi, c'est la base de la base. Donc, pour moi, la priorité d'abord, c'est ma carrière professionnelle. Je travaille dans une entreprise, une multinationale qui m'a aidé énormément dans mon évolution, qui m'a formé, qui m'a accompagné. Et ça, pour moi, c'est une priorité. Donc, la priorité, c'est avoir géré avec mon équipe dans cette multinationale les actions qu'on a à faire et faire en sorte que cette multinationale puisse s'améliorer grâce à mon impact et celui de mon équipe. Et à côté, quand je dis à côté, c'est les soirs jusqu'à minuit, parfois jusqu'à 2 heures du matin, c'est les week-ends parfois qui sont loin de la famille. Parfois, c'est des nuits blanches à relancer des personnes. Donc, je te dis que j'ai un planning qui est assez super chargé. Et parfois, j'ai l'impression j'ai la volonté de me cloner. Mais, alhamdoulilah, il y a, pour moi, et alhamdoulilah aussi l'écosystème dans lequel j'évolue avec les bénévoles, on s'est rendu compte que le bonheur, c'est un petit peu théorique ce que je vais dire, mais qui nous touche réellement et on le sent. Le bonheur vient en donnant. C'est la ata, tout simplement. Et donc, le fait d'accompagner des jeunes, des moins jeunes, qu'on soit en contact lors de masterclass de personnes qui habitent Sfro, qui habitent Jdida, qui habitent Meknes, et que tout ce groupe-là puisse être connecté dans une masterclass, et que à l'aide de propositions qu'on fait aux entreprises gratuites, c'est-à-dire, si tu veux, Adnan, on fait le travail d'un bureau de recrutement sans pour autant facturer. Et donc, ce qu'on fait, et quand le vendredi à 18h, et là, je te parle en situation réelle, quand le vendredi à 18h, tu as quelqu'un qui t'appelle et qui te dit merci Mehdi parce que le CV que tu as envoyé, j'ai passé l'entretien et j'ai été retenu. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on a développé ce système au niveau de l'association, sachant qu'on évolue avec 0 subvention, 0 d'aide. On évolue que le terme favor. Et donc, et c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce qu'on se dit, Bina,
باقي l'espoir في المغرب. Oui. باقي في المغرب, il y a des personnes qui veulent aider. باقي في المغرب كاينين des personnes qui ont une citoyenneté ولا مواطنة, حس وطني اللي كبير بزاف. Et c'est grâce à ces personnes qu'on avance, et c'est grâce aussi à l'équipe de bénévoles que j'ai autour de moi qu'on avance, alhamdoulilah. C'est dans nos gènes, en fait, L'ata. ce terme-là de l'ata, Voilà, de voilà. donner Exact. sans avoir un retour. Un retour. Qu'est-ce qui te semble encore mal compris ou mal pratiqué dans la gestion des talents au Maroc aujourd'hui? En fait, nous au Maroc, du point de vue RH, parce que c'est un secteur que je maîtrise, je maîtrise beaucoup, il y a un sujet de... Nous continuons, dans pas mal d'entreprises, il y a des entreprises qui ont compris que ça devait changer, mais dans pas mal d'entreprises au Maroc, nous continuons à considérer le salarié comme une ressource. Alors, c'est pour ça qu'on a la direction des ressources humaines, alors que normalement, on devrait avoir la direction des richesses humaines. Pourquoi ? Parce que la notion de ressources marchait ou l'a peut-être marché dans les années 50, dans les années 60, ou là dans les années 70, où on était dans des usines avec des blouses bleues, où on travaillait le terme d'El Menouvri, l'Itikhdem toute la journée, puis par la suite, avait Simana Dielou, l'El 15 Dielou. Désolé, Ednan, je te parle comme ça, mais à un certain moment, nous sommes en train, autant que pays, nous sommes un pays en voie de développement, qui a la deuxième position en Afrique. Nous sommes un pays qui, grâce au roi Allah Yahfdolina, veut amener ce pays à être le meilleur en Afrique et même au niveau de la région MENA. Nous sommes un pays qui accueille chaque année des centaines d'investisseurs étrangers. Nous sommes un pays qui a pour objectif, 2030, de baisser le taux de chômage à 9% au lieu de 13,3%. Mais par contre, en face, nous avons encore des sociétés ou des mindsets de personnes ou de dirigeants qui continuent à considérer les personnes comme des matricules, les personnes comme des emplois, alors que la gestion RH ou le développement RH d'une personne a besoin d'un basique, l'ihwa, la reconnaissance. Un salarié marocain, qu'il soit marocain, un être humain, un salarié être humain a besoin d'être reconnu, a besoin d'être valorisé, a besoin d'être suivi, a besoin d'être traité, d'être bien traité, a besoin d'être reconnu, a besoin d'être formé et a besoin d'être écouté. Oui. Et on voit certaines entreprises qui parfois souffrent de turnover, de démission. On voit que les gens partent ailleurs, pas parce qu'il y a un sujet de salaire, mais partent ailleurs parce qu'ils ont des managers toxiques. Exact. Parce que leurs managers n'ont pas compris que le management, c'était écouter les personnes, c'était être proche des personnes, c'était dire bonjour. Sbah, dis bonjour avec le sourire. Ma thdhish الناس بزاف, ma dirش le micromanagement. Pourquoi ? Parce que هادشي dépassé là. Et c'est pour ça qu'on parle d'abord de soft skills. Ouais. Avant, au Maroc, quand tu parlais de soft skills, c'était un événement. C'était un miracle que quelqu'un parlait de soft skills. Sauf que maintenant, tout le monde, c'est comme l'IA. Ouais. Maintenant, c'est servi à toutes les sauces. Ouais. Tout le monde parle de soft skills. Mais si tu fais le filtre, Ednen, de qui c'est qui comprend réellement qu'elles sont les soft skills, et quand on dit soft skills, c'est un manager qui est à l'écoute, un manager qui valorise, un manager qui est empathique, c'est-à-dire qui va se mettre à la place d'eux, un manager qui va être l'exemple. C'est ça en fait un leader. Un leader n'est pas là pour te dire tu dois faire tant de chiffres et trucs. Non, un leader, c'est qu'il vient te donner une vision. Capacité d'influencer. Et il t'influence positivement. En fait, tu m'as fait penser du pouvoir. En fait, on a deux typologies de pouvoir dans une entreprise, selon Crozier et selon Weber. Oui. Donc selon Crozier, c'est la capacité d'influencer. Voilà. D'influencer les gens, en fait, de travailler en agilité. En agilité. Selon Weber, c'est la capacité d'imposer sa volonté, peu importe les oppositions, en fait, peu importe le format. Et ce qu'il faut absolument bannir, en fait. Et malheureusement, on se trouve dans des entreprises au Maroc comme ailleurs. On trouve qu'il y a encore cette typologie dans les entreprises. En fait, un manager qui t'impose, qui te dit « Coucou, je suis ton chef », tu fais ce que je te dis. Et c'est dommage, en fait. Tu sais, j'ai eu dans ma carrière à gérer des équipes ou à gérer des managers qui avaient cette notion-là, cette notion de petit chef. Et donc, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais moi, autant que leader ou autant que responsable, j'avais ma part de responsabilité. Ouais. Pourquoi ? Parce que, premièrement, en termes de comment faire évoluer quelqu'un vers un autre poste, eh ben, il doit avoir
certains basiques qui lui permettent pédagogique et d'exemplarité, ou bien du potentiel leadership qui lui permettent d'aller vers un autre poste. Mais tu ne peux pas prendre un employé ou un salarié avec de super bons chiffres et dire, puisque c'est le meilleur en chiffres, ou en vente, ou en dossier, ou en lead, eh ben, il va être manager. Non. En fait, c'est une erreur. Et c'est pour ça que parfois, dans des entités qui sont respectables, nous ne faisons pas passer, et ça, c'est une très bonne action, nous ne faisons pas passer automatiquement les meilleurs. Nous faisons passer ceux qui ont le potentiel d'être leader. Et pour un leader, il ne doit pas à 100% maîtriser le savoir-faire. Exact. Mais par contre, comme tu as dit, Adnan, il doit avoir la possibilité d'embrigader et d'émuler tout le monde pour pouvoir l'amener vers la vision qu'il se... Et ça s'apprend, bien sûr, parce qu'il y a des cours et de l'accompagnement qui se fait, mais aussi, il faut que tu aies des appétences. Et des appétences, c'est-à-dire, il faut que tu aies 5 ou la 6% ou la 10% de capacité à pouvoir passer à autre chose. Et pour revenir à ta question, c'est que certaines RH ou certaines directions ou certains big boss d'entreprise n'ont toujours pas compris au Maroc qu'il faut valoriser l'humain pour pouvoir capitaliser sur Pourquoi ? Parce que cet être humain, ce salarié, eh ben, quand tu vas le reconnaître, quand tu vas le valoriser, effectivement, tu le payes un salaire, c'est pour ça qu'il fait son travail. Mais à un certain moment, il va considérer cette entreprise comme la sienne. Et là, on va parler de la notion d'engagement. Et là, on va parler de la notion d'appartenance. Et là, on va parler aussi de l'ADN de l'entreprise. Et c'est ce qui différencie certaines entreprises d'autres. Je te cite par exemple l'exemple d'Apple, où ils vendaient des PC comme les autres, comme IBM, comme Toshiba. Sauf que, à un certain moment, Steve Jobs a dit, écoutez, nous ne vous vendons pas que des PC, nous vous vendons une façon de vivre. Et une façon de... Eh ben, c'est ce mindset-là que doivent avoir certaines entreprises qui n'ont tout au Maroc, qui n'ont toujours pas dépassé le stade de, comme tu as dit, considérer le salarié comme un matricule. Exact. C'est très inspirant. Tu es souvent en première ligne avec les jeunes, en fait. Tu les écoutes, tu les formes. Et tu les secoues, des fois aussi. Exact. Mais franchement, quel est le plus grand mythe qu'on leur vend sur le marché de travail, en fait? هو واحد القضيه اللي نكونوا متفقين عليها عدنان. Nous, au niveau de l'association, nous avons par année à peu près on est arrivé, par exemple là sur 2025, parce que le taux de chômage part de lui-même, donc on a atteint notre record d'encadrement de jeunes. On est actuellement à 754 chercheurs d'emploi accompagnés en live. Là, au moment où je te parle, on a 754 chercheurs d'emploi qui sont accompagnés. Et on a 2000 qui sont en train d'attendre d'être accompagnés. Et donc, mais il y a un truc qui est très important, c'est que الشاب المغربي ولا الشاب المغربيه غادي يعاقبك الا كذبتي عليه. Exact. ما نكذبوش على راسنا. احنا في 2025 la jeunesse est connectée à tous les réseaux sociaux. Chaque jeune Marocain a son téléphone, chaque jeune Marocain voit ceux qui font les effets d'annonce et voit ceux qui travaillent. Et si tu viens demain, Adnan, et tu lui dis, bah, écoute, au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, tu vas avoir un emploi, bah, il va te dire, ok, bah, rappelle-moi quand ça sera prêt. Et donc, le mythe qui leur est vendu, et ça, c'est un sujet pour moi qui est très important, c'est que au niveau des écoles, au niveau des universités, nous ne faisons pas assez d'efforts pour préparer nos jeunes au marché de l'emploi. Nous sommes très forts pour former sur des matières, sur du savoir-faire, pour avoir des diplômes qui sont pseudo-solides, mais réellement, nous ne préparons pas le jeune ou la jeune marocaine au marché de l'emploi. C'est-à-dire, il vit pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans dans un cocon de sécurité, où il est complètement protégé, que ce soit au niveau de l'université ou que ce soit au niveau de l'école privée. Mais l'école privée, il paye. Ouais. Donc, il est super, super protégé. À un certain moment, il arrive ou il n'arrive pas à trouver un stage. C'est une autre histoire encore, c'est une autre aventure. Et puis, par la suite, il a son diplôme et il se retrouve du jour au lendemain à chercher un emploi. Et certaines écoles, alors pas toutes, heureusement, mais certaines écoles se déresponsabilisent de cet accompagnement qui doit être fait au niveau de la recherche d'emploi.
La preuve, c'est que Adnan في المغرب عندنا un nombre très 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 important, je n'ai pas la donnée en tête, mais عندنا un nombre très très important d'écoles qui ne suivent pas le taux d'employabilité des étudiants de alors que ça devrait être un basique et ça devrait être aussi un argument de vente. Exact. Un école, je te coûte entre 30 000, 40 000, 50 000 dirhams l'année. Je dois te communiquer le taux d'employabilité d'IELI. C'est le basique du basique. Ouais. Sauf que certaines écoles ne le font toujours pas. Et elles continuent à coûter très cher aux familles. Donc, le mythe qui leur est vendu, c'est demain, grâce à ton diplôme, eh ben, tu vas avoir un travail. Sauf qu'on oublie de lui dire, grâce à ton diplôme, tu vas envoyer la première, la deuxième, la 100e fois le CV et personne ne va te répondre. Tu vas passer un entretien et on va pas te répondre. Tu vas passer un 50e entretien et personne ne te dira où est-ce que tu as pêché. Et quand tu auras la possibilité ou le miracle d'avoir un emploi, eh ben, on va t'arrêter au milieu de la période d'essai. Et tu ne sauras jamais pourquoi. Et donc, même quand tu auras ton CDI, eh ben, tu travailleras dans un environnement qui parfois peut être toxique. Parce que le monde de l'entreprise, ça n'est pas un fleuve très calme. Et je te parle en connaissance de cause. Ça n'est pas un monde très calme. Et c'est un monde où tu as des luttes de pouvoir et des codes à adapter. Et tu dois t'adapter par rapport à ces codes-là pour pouvoir réussir. Sauf que l'entreprise, plutôt l'école, n'aide pas parce qu'elle ne prépare pas. Et là, on doit parler aussi d'un autre sujet qui me tient à cœur, c'est l'alternance. C'est qu'au Maroc, nous faisons très peu d'alternance. Très peu d'alternance, ouais. C'est que l'OFPPT qui fait de l'alternance. On a une loi qui date de 1953, qui est la 3696, qui encadre cette alternance-là, sauf que les entreprises et les écoles privées, plus les universités, la font très très peu. Et ça, c'est un des moyens pour baisser le chômage, et ça, c'est un des moyens pour préparer les jeunes au monde du travail. Comme tu as dit, Mehdi, beaucoup de jeunes se sentent démunis face au marché du travail, mais par où devraient-ils commencer, en fait? En fait, le principe de quelle est l'origine, c'est l'œuf ou la poule. Tu vois, Adnan. Et moi, avant de répondre à ta question, moi, je le dis tout le temps et j'ai l'occasion de le redire. Il faut au Maroc, de façon très claire, il faut au Maroc qu'on arrête de dire que le gouvernement est responsable de tous les problèmes. ما يمكنش نقولوا بان الحكومه هي اللي خصها تخدم الناس، ما يمكنش نقولوا بان الحكومه هي اللي عندها العاتق الوحيد ديالها، هي اللي خصها تجاوب على لا دوموند ديال الحكومه. شنو دارت لك الحكومه؟ عطاتك ان بودجي دو 15 مليار، عطاتك واحد الخريطه الطريق ديال 8 بلوك اللي on va parler de l'ANAPEC, on va parler de l'OFPPT, on va parler aussi des aides qui sont données aux entreprises. ولكن الحكومه راه ما يمكنش تشد الشاب وتمشي تقول ليه توجد ليه السي في وتمشي تخدمه. هنا تنرجعوا لواحد القضيه مهمه. العائله المغربيه هي المسؤول الاول والبازيك ديال لافنير دو جون ولا لا جون ماروكان. الاب ولا الام اولياء الامر وهما المسؤولين الاولين. شنو تنلاحظوا في المغرب كجمعيه؟ On remarque que il y a une complète démission de la famille marocaine, c'est-à-dire les parents, pour certaines parties du Maroc, ne suivent plus ce que font les enfants. Et donc, automatiquement, quand on a cet enfant qui, alhamdoulilah, c'est-à-dire il n'a pas décroché au bout du brevet, au bout du secondaire, il est arrivé à l'université ou à l'école privée, eh ben, quand on va chercher quelle filière il va faire, on va lui dire écoute, vois ce que fait ton voisin. Eh ben, il a fait comptable, va faire comptable. Ouais. Il a fait RH, va faire RH. Et on n'a aucune intelligence qui est apportée dans ce sujet. Donc, le premier et pour moi le seul responsable, c'est la famille marocaine qui doit avoir cette conscience de dire, à partir du moment, et là c'est un appel aux familles marocaines, à partir du moment où on a pris une décision d'avoir des enfants, eh ben, on doit prendre la décision de les accompagner. Sinon, tu fais pas d'enfants. C'est très simple. Et donc, on a le premier responsable, ou la famille marocaine, on a aussi le premier responsable, ou le cheb, ou le cheb al-Maghribia. Cheb ou le cheb al-Maghribia, mais يمكنش يدوز حياته à se victimiser. Ok, l'école ما عاوناتكش، ok, الحكومة عطاتك les moyens ولكن ما تبعتيهمش، ولكن انت كشخص، انت كمغربي، انت كمواطن، شنو درتي؟
Et donc هنا فين تتولي هذاك الشيء اللي جو بونس بان لي المشاهدين غادي يعرفوا واش تنقول ديما سي كو التليفون ما صوناش ولا الطوبيس ما جاش ولا ديما la victimisation, la notion de victime. Et à un certain moment, autant que mature, pourquoi? Parce que j'ai plus de 18 ans, il faut que je me prenne en main. Et il y a personne qui va tracer mon chemin sauf que moi. Donc et là, tu as les associations qui vont t'aider. Et là, tu as d'autres institutions qu'on pourra citer par la suite qui peuvent t'aider. Mais si le déclic ne vient pas du Marocain ou de la Marocaine à se prendre en main et avoir conscience qu'il ne maîtrise pas le français, donc il doit étudier le français, qu'il ne maîtrise pas l'intelligence artificielle, il doit la maîtriser. Et il y a des cours qui sont gratuits sur YouTube. Il y a des cours maintenant, par exemple, avec la Maison Neige, on a développé des cours gratuits. Et donc, la gratuité est possible. Maintenant, si le jeune ne prend pas conscience de cela, il ne pourra pas avancer et il sera toujours dans cette population de victimes. Et en face, tu auras une autre population qui s'est déjà pris en main et qui va aller de l'avant. Et là, c'est un appel que je dis de façon très claire. هاد العائلات المغربيه واش بغاو الناس ديالهم كاملين يخدموا سيكوريتي واش بغاو يخدموا مع كامل احترامات الناس ديال السيكوريتي ولا لي فام ménage ولا لي livreurs. C'est ou bien vous prenez en charge vos enfants et vous les poussez à s'améliorer, ou bien arrêtez de vous plaindre à un certain moment. Et en fait, tu m'as fait réfléchir, tu n'es pas responsable de l'environnement où tu t'es né, mais tu l'es de celui où tu as choisi de rester. Voilà. Donc ça résume tout. Ça résume tout. Exact. Tu n'as pas choisi, mais il faut faire de l'effort pour arriver à un certain niveau qui... Et il y a des histoires, si tu permets. Oui, pardon. Et je reviens aussi sur ce que tu as dit sur les parents. Je suis totalement d'accord, mais il y a des exceptions, parce qu'il y a des parents qui n'ont jamais fait d'études, qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants. Donc là... C'est le travail des associations. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Et du coup, tu m'as fait perdre le fil du truc. Mais c'est pas grave. Tu rencontres des centaines, voire des milliers de jeunes chaque année. Et quelle est la qualité ou l'attitude qui distingue ceux qui s'en sortent? Ceux qui ont faim. Très clair. Ceux qui ont la rage. Ceux qui ont la rage. إلا ما تكرفصيش ما غاديش تنجح. إلا فقتي الصباح ولقيتي والديك مخلي لك المصروف ومخلي لك الغطاء ومخلي لك الفطور، انا جو لدي دو فاسون عرب اي ماروكان باش المشاهدين يفهمونا، ما غاديش تنجح. وحنا لاحظنا، on a remarqué au niveau de l'association, et on le voit. On a des familles des jeunes qui viennent d'écoles payantes, pour ne pas les pénaliser, je ne vais en citer aucune, et c'est des personnes, même si l'école est payante, imagine Adnan, l'école elle est très très chère. Au Maroc, à Casablanca, à Rabat, même à Agadir. Et ces jeunes-là n'ont pas pu trouver un emploi. Mais ces jeunes-là continuent à penser que grâce à leur diplôme, grâce à leurs parents, ils auront peut-être la chance d'avoir un emploi. Sauf que, ملي تيجيك شاب من قلعة الصراغنة ولا من سيدي قاسم اللي تيقول لك par exemple, عندنا un exemple في la classe gratuite ديال l'IA, une personne qui fait la navette Adnan chaque jour de Marrakech pour venir assister à 2 heures de formation au niveau de l'intelligence artificielle. Et cette personne, elle a faim. En fait, elle a faim dans le sens où elle veut évoluer. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'elle تاخد ترين كل نهار تجي ساعتين ترجع عاوتاني. On finit la classe à 21h. Imagine à quelle heure elle arrive à Marrakech. Et quand même, elle le fait chaque jour. Et donc, pour répondre à ta question, c'est ceux qui ont faim, ceux qui veulent évoluer. Et ceux qui ont un mindset de gagnant et un mindset qui est pas de loser, tout simplement. Parce que il faut, au niveau de l'association, on ne prend pas de gants باش نزعزعوا الشباب, parce que à un certain moment, c'est ou bien tu te prends en main, ou bien et donc la qualité première, c'est que déjà moi, au niveau de mon mindset, je me dis, est-ce que je veux aller de l'avant ou non? Est-ce que à un certain moment, je vais arrêter de me trouver des raisons et des excuses, parce que les excuses c'est facile à les avoir. Et donc, est-ce que je dois arrêter et penser positif et dire que à chaque problématique, il y aura absolument une solution. Nous, en tant qu'association, nous donnons les moyens. Nous donnons les moyens en termes d'encadrement, en termes de mentorat, en termes de formation.
Mais à un certain moment, si le potentiel, plutôt si l'intéressé, l'acteur principal n'a pas cette énergie de le faire, eh ben on arrête de l'accompagner et on passe aux autres. Exact. Voilà. Et tu es dans le concret, dans l'entreprise, dans la performance et en même temps tu construis, tu rêves déjà, tu construis, tu fédères. Parle-nous un petit peu de Hope, pas juste ce que c'est, mais ce que tu voulais réparer quand tu l'as lancé. Alors, Hope existe depuis 6 ans. Hope existe depuis 6 ans avec moi autant que président. Et en fait, au début, Hope n'était pas destiné à être une association. C'était une communauté de personnes اللي تنسميوهم عندهم المواطنة الإيجابية. Donc, nous, on considère au niveau de l'association, c'est que chaque Marocain évolue dans un écosystème et chaque Marocain doit impacter positivement son écosystème. Et à travers le Mouatana al-Ijabiyya, c'est-à-dire la citoyenneté positive, il doit impacter. Alors, l'objectif, c'est pas impacter une centaine au départ. L'objectif, c'est impacter une personne, 2, 3. Et puis par la suite, ça va faire tache d'huile. Et c'était l'objectif au départ. Et puis, à un certain moment, comme j'ai expliqué au départ, ça a pris des envergures énormes. Et ce qu'on appelle notre ADN, c'est faire en sorte d'être fier d'être marocain, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'on colle à ce que nous dit le roi. Le roi, Allah yansro, il a dit, écoutez, vous devez absolument investir la jeunesse. Et vous devez avoir une citoyenneté positive. Tu ne peux pas vivre ta journée et venir les shouts d'Alek Fdarak alors que les autres souffrent. C'est aussi simple que ça. C'est un choix. Et il y a des centaines ou on va dire des milliers de personnes qui le font. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, comment on peut améliorer notre Maroc? C'est que le tissu associatif fasse son travail, parce qu'il a une mission noble, le gouvernement qui fasse aussi son travail, les entreprises fassent leur travail, l'enseignement et l'enseignement supérieur aussi font leur travail, et la famille marocaine. Et donc cet écosystème, s'il travaille main dans la main, sans attendre rien en retour, sans pour autant avoir des connotations politiques. C'est pour ça qu'au niveau de l'association, nous sommes apolitiques. Nous n'avons nous sommes apolitiques. Et pourquoi? Parce que nous considérons que notre mission, elle est beaucoup plus humaine qu'autre chose. Et donc, si cet écosystème travaille main dans la main, je suis sûr qu'il y aura, et on l'a vu, on le voit au niveau de l'association, alhamdoulilah, d'abord, on arrive à, avec 0 dirham, avec 0 subvention, on arrive à employer entre 2 à 3 personnes par semaine. Par semaine, wow, et pour nous, c'est une énorme fierté. Pourquoi? Parce que on a développé le système avec les entreprises, c'est qu'on leur dit, écoutez, nous évoluons autant qu'association, nous vous proposons notre CVTech, et au lieu de vous facturer quelque chose, on vous la propose gratuitement. Et au lieu qu'on vous donne un CV, un profil, on vous en donne 5. Mais par contre, les CV, ils ne vont pas être neutres, c'est-à-dire je vais pas vous envoyer le CV. Non, ces personnes vont être déjà préparées en amont. Ce qui fera que la probabilité d'échec au niveau des entretiens va être basse. Et grâce à ça, alhamdoulilah, on a la possibilité d'employer entre 2 à 3 personnes. Et donc imagine, Ednen, une personne ou 2 personnes, ça veut dire des enfants, ça veut dire des familles. Donc nous impactons les familles Kamlin. Et c'est notre mission, alhamdoulilah. Bon courage, Sarah. Ce que tu fais, Mehdi, c'est énorme et c'est bien pour le Maroc et pour notre marocanité, en fait. Et j'ai vu sur LinkedIn aujourd'hui que tu prépares le lancement d'une plateforme d'emploi inclusive pensée par les chercheurs d'emploi et les entreprises, les porteurs de projets avec aussi des volets d'orientation et podcast aussi. Donc, exact. Où est-ce que cette plateforme apporte un nouveau par rapport aux autres plateformes qui ont déjà mis en place? Premièrement, elle va être gratuite, déjà. Ouais. Elle va être gratuite pour tout le monde. Gratuite, pourquoi? Parce que c'est notre ADN au niveau de l'association. Et au niveau de l'association, nous nous disons, autant que Marocain, tu n'as pas à payer pour trouver un emploi. C'est très simple. Tu n'as pas à payer pour préparer un CV. Tu n'as pas à payer pour être orienté. Parce que c'est ton droit. C'est ton droit autant que Marocain et nous autant qu'association. C'est notre obligation de t'aider.
Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où nous avons choisi cette mission-là, saine, alhamdoulilah, et citoyenne, nous devons aider nos frères et sœurs marocains à évoluer. Et c'est pour ça qu'on a pensé cette plateforme qui va être augmentée par l'IA, qui va être ouverte gratuitement à tous les chercheurs d'emploi marocains, qui va être ouverte gratuitement à toutes les entreprises. De façon pratique, une entreprise pourra venir consulter notre CVTech gratuitement, pourra être mise en contact directement avec le chercheur d'emploi et pourra aussi échanger avec lui en live. Et en même temps, on va agrémenter cette plateforme-là avec les porteurs de projets. Pourquoi? Parce qu'on considère au Maroc que le chômage ne peut pas être réglé que par le salariat. Nous avons le salariat, nous avons aussi l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneur, la partie entrepreneur, parfois, elle est mal aiguillée au Maroc. Pourquoi? Parce que les porteurs de projets sont parfois mal aiguillés, ont des informations qui sont fausses, en termes d'incubation, en termes d'accélération, en termes aussi de financement. Et finalement, le projet qu'il a, c'est ou bien il va être volé par quelqu'un qui a les moyens, et ça, je sais de quoi je parle, ou bien ce projet-là va être tué dans l'œuf. Pourquoi? Parce que le gars est tellement démotivé parce qu'il n'a pas trouvé de financement ni d'orientation, et ben il va se dire had l'idée kan zouine Andy, mais par contre je ne vais pas la partager et elle va être morte. Et donc on va développer la partie Hadi et on va développer aussi notre système de capsules et podcasts parce qu'on a développé un podcast qui s'appelle Let's Talk Job. Et donc cette partie-là ça va être une sorte de plateforme ouverte comme une marketplace, mais complètement ouverte à l'emploi, concentrée que sur l'emploi, où n'importe quel Marocain peut venir s'inscrire, consulter les capsules dont il aura besoin gratuitement, consulter les masterclass, consulter les podcasts et aussi trouver et réussir à trouver un travail, Inch'Allah. Inch'Allah. Et quelle est la vision long terme que tu portes à travers elle pour l'écosystème emploi, en fait? Alors, la vision long terme, c'est qu'elle soit une référence au niveau du Maroc, premièrement, et qu'elle puisse aussi, nous ne sommes pas bloqués à faire des partenariats avec d'autres plateformes. Pourquoi? Parce que au niveau, c'est une plateforme que j'ai financée avec mes fonds propres. Ça m'a coûté un peu cher, mais je continue à supporter pour l'instant. Mais moi, je ne suis pas fermé à ce que demain j'ai une autre plateforme qui vienne et qui travaille avec nous sur celle-là. Et on a signé dernièrement un partenariat avec Jobzine. Ouais. Jobzine qui sont très très bien. Pourquoi? Dédicace à Simo. Dédicace à Simo. Oui. Pourquoi je respecte cette personne et je respecte aussi l'entité? Parce que ils ont su se démarquer de façon saine, de façon citoyenne au niveau du Maroc. Et ils ont développé aussi une plateforme pour les écoles et pour les universités qui est super, super intéressante. Donc j'invite, s'il y a des jeunes qui nous regardent, je les invite à consulter la plateforme Jobzine. Pourquoi? Parce que ça porte un sujet, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la citoyenneté. Et ce sujet de citoyenneté est vraiment incarné par Jobzine. Donc pour répondre à ta question, l'objectif pour nous, c'est qu'elle soit une référence au niveau du Maroc, qu'elle se fasse un maximum de partenariats avec d'autres plateformes et qu'elle reste gratuite à tout le monde. Donc, l'objectif, c'est que reste gratuite. L'objectif, c'est qu'elle reste gratuite. Alors, si tu veux, là, tu es en train de me tendre la perche sur un autre sujet, donc je prends rapidement la perche. Au niveau de notre association, nous avons évolué pendant 6 ans sans subvention, sans aide. Maintenant, nous sommes très franchement, nous sommes devant 2 choix. C'est ou bien on continue à gérer de façon temporaire ce qu'on est en train de faire à l'aide de bénévolat, et là on fera face à pas mal d'obstacles de continuité et d'agrandissement, ou bien on décide de façon très claire à faire appel aux subventions et à faire appel de façon très claire à des aides de mécènes ou de grands groupes qui vont nous aider à continuer dans notre mission et à donner un SPOC ou une image beaucoup plus grande, beaucoup plus nationale à notre action. Nous avons les bases. Nous savons comment ça marche. Là, ce qui nous manque, c'est les moyens. Donc, à travers ton podcast, je lance un appel aux entreprises ou aux grands groupes. Si vous êtes vraiment intéressés, contactez-nous parce nous avons besoin d'aide pour nous agrandir et continuer toujours dans notre ADN, c'est-à-dire impacter sans retour. Toujours impacter sans retour. Sans retour, Inch'Allah. On espère le meilleur pour l'association parce qu'il fait que le khair. Et voilà. C'est bien, c'est ça ce qu'on veut pour le Maroc, en fait. Voilà. Et
Selon toi, quel est le plus grand frein aujourd'hui à une politique RH plus humaine, plus inclusive au Maroc comme ailleurs? Le premier frein, c'est le mindset. Les RH au Maroc ont longtemps été considérés comme une entité qui va préparer des attestations, des bulletins de paie, des certificats de congé ou des titularisations ou des contrats. Et ça marchait très bien. Ça marchait pourquoi? Parce que nous avions des entités admin qu'on appelait RRH ou GRH ou même DRH. Et ce DRH ou cette DRH était cantonné dans un écosystème très très fermé qui évoluait bien. Sauf que on est en 2025. On est en train d'être bouffé par l'IA de façon très claire. Si nous ne réagissons pas tout de suite, on va être peut-être que demain on aura un agent IA qui fera le podcast à ta place. Un chat voice. Un chat voice, exactement. Oui. Et donc, et en même temps, toujours selon les directives d'El Sidna Allah Yansro, c'est que on souhaite continuer à avoir un hub international de start-up. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième sujet, c'est que dernièrement, il y a eu les assises du numérique, de l'IA. Donc, on souhaite être une référence au niveau de l'IA. Il y a 2030 qui va arriver avec la Coupe du Monde. Et on souhaite être un hub des investisseurs. Et pour cela, on a une fonction invariable dans la colonne vertébrale de chaque entreprise, c'est les RH. Et si les RH n'évoluent pas, eh ben, on considérera que ces RH ne calent pas par rapport à la stratégie de l'entreprise alors qu'elles doivent la porter. Si les RH ne sont pas prêtes à être beaucoup plus humaines, à être au contact et à arrêter d'être enfermées dans un bureau et aller au contact des salariés, aller au contact, pourquoi? Parce qu'on est en train de parler d'engagement, d'appartenance, on est en train de parler d'expérience collaborateur, on est en train de parler d'expérience candidat, on est en train de parler de RSE, on est en train de parler de certifications qui viennent de l'externe pour pouvoir avoir de nouveaux investisseurs. Et donc pour le cas, moi je peux te citer des exemples, pour moi qui sont une référence au niveau des... Tu me permets de citer des noms de référence au niveau des RH. Par exemple, on a Amel Boukhris, pour moi, qui est une DRH qui est juste magnifique, humaine. On a Esma El Kouroun, qui est vraiment toujours dans cette notion d'humanité. On a Ahmed Chtoui aussi. On a aussi Houda Ben Siddiq. Et c'est des personnes qui ont cette notion d'humanité et de contact direct. Et donc, c'est des personnes qui vont, à travers leurs actions, montrer qu'il y a une notion humaine, il y a une notion de valeur, il y a une notion d'ADN qui va faire en sorte que ce salarié ou ce groupe de salariés ou cette population de salariés va se dire « Eh ben, j'ai du sens quand je viens travailler dans une entreprise ». Ouais. Et donc, et c'est là où le responsable RH ou le DRH va réussir. Et c'est là où il va faire le déclic pour rendre sa fonction essentielle, pas que pour de l'administratif, mais beaucoup plus pour du capital humain. C'est pour ça qu'on parle maintenant de capital humain. On se rend compte que, effectivement, l'IA va intervenir. Mais si on n'a pas cet humain ou ce salarié-là qui va donner du sens, qui va donner une suite à toutes ces actions-là, eh ben, on sera perdu. Et j'espère que pas mal de DRH vont comprendre que leur fonction est juste invariable. Et ils doivent absolument y remédier en se formant, parce qu'ils doivent se former aussi, en se faisant accompagner et comprendre qu'ils doivent faire partie de cet écosystème-là qui fera la réussite ou l'échec de l'entreprise. Exactement. Tu as parlé des DRH en fait, et moi je le dis souvent que الحاجة الوحيدة اللي خصها تكون فيهم avant tout, c'est d'être humain. Humain. Tu as eu l'occasion d'interviewer quelques DRH, comme tu as cité tout à l'heure. Et qu'est-ce que les grandes entreprises peuvent apprendre des associations et des jeunes et inversement? C'est une très bonne question. En fait, l'entreprise ne peut pas évoluer toute seule. L'association ne peut pas évoluer toute seule. L'école ne peut pas évoluer toute seule. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'écosystème. Et là, on a quelques entreprises ou quelques multinationales qui interviennent dans les écoles et les universités et qui font des partenariats avec des associations. Et de cette façon-là, elles influencent positivement les futures vagues de jeunes qui arrivent. Et ça, je les félicite et je vais en citer aucune, malgré le fait que j'en ai plusieurs en tête. Et donc ça, c'est une action citoyenne. Pourquoi? Parce que non seulement
Parce que l'entreprise, c'est un business, c'est pas un but non lucratif. L'entreprise est faite pour faire du business. Mais il y a une partie de citoyenneté et impact positif qu'elle fait au niveau des écoles. Pourquoi? Parce qu'elle intervient et elle dit à l'école, bah écoute, chère école ou chère université, dans 2 ans, j'ai besoin de tel profil. Et donc, ça donne la possibilité à l'université ou à l'école de préparer des modules ou des filières, de nouvelles filières qui vont s'adapter aux besoins de cette entreprise-là. Et on a d'autres entreprises qui continuent à vivre en autarcie, enfermées sur elles-mêmes, sans pour autant être en connexion avec les entreprises, avec les écoles ou avec les universités ou avec les associations, considérant qu'elles vivent toutes seules dans une planète. Eh ben, ces entreprises sont les premières à se plaindre de ne pas trouver de profil. Eh ben, si vous voulez trouver des profils, allez voir ce qui se passe dans les universités. Les universités, l'enseignement supérieur a besoin de vous. Les écoles ont besoin de vous. Les associations, pas pour autant que vous leur donniez des subventions, non, mais au moins que vous communiquiez avec eux. Et là, ce qu'on a fait au niveau autant qu'association, ce qu'on a fait au niveau de plusieurs entreprises, c'est qu'on a signé des partenariats sans pour autant avoir de subvention ni rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, notre flux de CVTech est tellement important qu'on peut approvisionner ces entreprises. Et l'entreprise se retrouve gagnante. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir un profil qui a besoin de travailler, c'est-à-dire qui va être fidèle. Et deuxièmement, elle va avoir un impact positif. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais l'écosystème, s'il n'est pas homogène, rien ne pourra réussir. Et on continuera peut-être à avoir cette discussion, Adnan, dans 2 ans, dans 3 ans. Ouais. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, beaucoup s'inquiètent de son impact sur l'emploi, notamment les jeunes. Est-ce que tu vois que l'IA comme une menace ou une opportunité pour au niveau de l'employabilité au Maroc? En fait, dès que tu as parlé de ça, moi, je me suis rappelé d'une phrase que m'a dit mon président dans ma vie professionnelle. Okay. Il m'a dit, pour ne pas le citer, il m'a dit, écoute, Mehdi, dans chaque menace, dans chaque problématique, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, oui. Et je transpose tout ça, cette phrase-là, à ce que tu viens de dire. L'IA, effectivement, est là. Parce que Sam Altman ou le boss d'NVIDIA nous dit dans 3 ans, elle va bouffer 87% des postes. Okay. D'ailleurs, si tu me permets, j'ai vu hier Microsoft, il a sorti une note comme quoi il va licencier 9100 personnes, qui vaut 2% de son masse salariale. De son masse salariale. C'est à travers tous ces postes-là seront remplacés par l'IA. On a Microsoft qui ont licencié, on a Deloitte qui ont licencié, on a McKinsey qui n'a jamais licencié depuis sa création en 1935, commence à licencier. Pourquoi? Parce qu'il y a des tâches qui sont maintenant faites par l'IA. Et en fait, nous ne sommes pas Deloitte, nous ne sommes pas McKinsey, nous sommes le Maroc. Ouais. Et le Maroc, on a on va pas se faire bouffer par l'IA, mais par contre, on a certaines filières. Si l'enseignement supérieur ne réagit pas, si les écoles ne réagissent pas, eh ben, on aura, au lieu d'écoles, on aura des machines à produire du chômeur. Ouais. C'est-à-dire, je m'explique, tu as des filières qui ne vont pas disparaître, mais qui vont être tellement noyées en termes d'offres que la demande va être réduite à du 1%. Je te cite un exemple. La filière du contrôleur de gestion. En 2023, pour un poste ou un poste ouvert de contrôleur de gestion, tu avais entre 10 à 15 personnes. En 2025, avec la continuité de l'enseignement de cette filière-là, pour un poste, tu as 45 personnes qui postulent. Et pour nous, c'est une alerte. Et ce qui veut dire que demain, l'IA, actuellement, tu as par exemple une fonction sur Perplexity qui peut faire du contrôle de gestion de façon très très claire et qui, au lieu d'un salaire à 10 000 ou à 12 000 dirhams de contrôleur de gestion, elle te le fait gratuitement. Ou bien elle te le fait à 20 $ le mois. Mais par contre, et là, on va parler d'autres filières. Par exemple, quand je te dis des filières qui vont être noyées, c'est le contrôle de gestion, c'est l'analyste financier, c'est la partie marketing, c'est peut-être aussi l'architecture d'intérieur, c'est peut-être aussi les techniciens radio. Pourquoi? Parce que l'IA peut lire les analyses radio sans pour autant passer par l'humain. Mais par contre, si on a le jeune ou le moins jeune Marocain qui va apprendre l'IA, et qui va intégrer l'IA dans sa mission de tous les jours, il va devenir irremplaçable. C'est-à-dire, je prends l'exemple des RH. Les RH développent des tableaux
de suivi, de turnover, d'absentéisme ou de people review ou de 9box ou de je ne sais de tableau, si j'ai mon RRH qui va utiliser l'IA pour améliorer sa prestation, automatiquement, il va devenir irremplaçable. Si le RH continue à faire des éditions de bulletins de salaire et d'attestations de travail, demain, il va disparaître. En fait, elle va remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Ceux qui ne l'utilisent pas. Il faut que tu utilises l'IA. Et l'IA est adaptable à tous les secteurs du monde. Exact. Et encore une fois, nous ne sommes pas l'Europe, nous ne sommes pas les États-Unis. Nous avons un gouvernement, alhamdoulilah, qui tient la route et qui va faire en sorte que l'IA ne bouffe pas autant de postes. Donc, il va y avoir une sorte de protectionnisme au niveau des postes. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas générer beaucoup plus de chômage qu'il en existe. Mais par contre, nous devons, autant que Marocains, être conscients dès maintenant que je ne dois plus vivre dans mon petit bureau fermé à faire mes tableaux Excel et trucs. Et là, tu as par exemple Gemini qui peut te sortir des rapports en PowerPoint en 3 secondes. Tu as le ChatGPT, tu as Manus, tu as Mistral maintenant. Mistral ou Claude et qui peuvent et au lieu de continuer de considérer que c'est une menace, eh ben considérons que c'est un allié. Faisons travailler. En fait, nous sommes humains. Et nous, au lieu qu'elle nous utilise, et ce qui me fait rire, Adnan, c'est qu'il y a une stat de Stanford qui a été sortie il y a 2 semaines de cela. Quel est le 2e pays qui utilise ChatGPT ? C'est le Maroc. C'est le Maroc, ouais. Pourquoi on utilise ? Quelle est la première raison pour laquelle on utilise ChatGPT ? C'est lui poser la question, est-ce que je suis beau ? Et quels sont mes défauts ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? C'est beaucoup plus du social et de la sociologie. Mais au lieu d'utiliser ça pour préparer des prêts et améliorer la prestation de tous les jours, eh ben on va l'utiliser pour savoir est-ce que ma femme me trompe ou mon mari me trompe. Maintenant, ChatGPT, il nous comprennent mieux qu'on comprend nous. Voilà. Et c'est ça l'erreur. Et c'est l'erreur, et en fait, ils sont en train de nous utiliser au lieu et c'est là où le citoyen marocain, quelle que soit sa strate hiérarchique ou sa position, il faut qu'il utilise l'IA. Il faut qu'il apprenne déjà l'IA. Et c'est pour ça qu'avec Mohamed Nejm et la maison Nejm, on a développé ces classes gratuites. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, aide les chercheurs d'emploi. La seule façon pour laquelle ils vont se différencier des autres, c'est qu'ils rajoutent la maîtrise IA. Et alhamdoulilah, d'abord ça se passe pendant 4 semaines. Et au lieu, la remise des diplômes va se faire la semaine prochaine. Et on a des personnes qui sont devenues experts en IA. T'imagines ? Et gratuitement, Adnan. Et il faut se préparer ces jeunes aussi psychiquement pour cette révolution technologique. Ce que je crois, c'est pas les former juste en théorie, comment utiliser l'IA, mais quand même, il faut les préparer parce que ça peut, demain, tu seras recruté par une boîte et le lendemain, il va te virer à cause d'un... Maintenant, il trouve une solution comme un chatbot qui va faire ton travail. Exact. Et surtout, pour finir sur ce point, si tu permets, Adnan, surtout nous, au niveau de notre pays, il faut qu'on comprenne, puisque tout le monde maintenant est conscient. Il y a 2 jours ou il y a une journée, il y a eu les assises de l'IA. Il faut absolument intégrer l'IA l'enseignement primaire. Au Maroc, il faut absolument l'intégrer, que ce soit au primaire, au secondaire, au niveau de l'enseignement supérieur, il faut qu'elle soit intégrée. Nous ne pouvons plus rester à regarder le monde avancer et nous, autant que spectateurs, on va être bouffés par la vague. Et si on se fait bouffer par la vague, ça sera trop tard pour nous. Et là, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que Trump a signé un décret pour que, dès la rentrée de septembre, on a l'IA qui est intégrée. La Chine aussi a demandé ça. La Turquie aussi est en train de préparer ça. La France, qui est juste à côté, est en train de préparer pour la rentrée de septembre. Et nous devons, autant que pays, on n'a rien en termes de comparaison, on est très bon aussi. Et nous devons intégrer ça. Et nous ne نخليو autant qu'accessoire. L'accessoire d'abord, une nécessité. Et peut-être ils sont en train de faire cela au niveau de du ministère. Parce que j'ai vu le panel où le ministre il a pris la parole. Il a dit qu'en quoi on est en train de déployer ça. Magnifique. On passe à autre chose. Tu es maître de conférence, TEDx speaker. Quel message tu essayes de faire passer en fait, peu importe le format et le public? Je suis alors parfois ça choque des personnes, parfois ça choque pas. عندي des valeurs, Allah الوطن الملك. Point. هذه أول حاجة هي la base. Maintenant mais تندوزو la base, l'abnégation et la compatibilité.
peu importe le domaine, peu importe la situation par laquelle tu passes, peu importe les obstacles par lesquels tu passes, tu dois combattre et tu dois y arriver. Si tu n'as pas ce mindset-là, mais ce que disent Tim Robbins ou la Mel Robbins, je suis le meilleur. Non, c'est du théorique. Mais la pratique que j'ai vécue et j'essaye de transmettre aussi à tous les jeunes et moins jeunes lors de mes prises de parole, c'est qu'on a cette possibilité, et je l'ai pratiquée, cette possibilité de visionner vers quoi je peux arriver et vers quoi je dois arriver. Je vais te citer un exemple, Ednan, si tu permets. J'étais parti en France en expatriation. Et j'ai géré une unité de production. A eu un énorme succès la ville de Lyon. Et la première année, j'étais invité à un événement où on remettait des trophées aux entreprises. Et le petit Marocain qui arrive en France, qui assiste à un événement qui est géré par 12 villes, et vu que je connaissais personne, j'ai pris avec moi ma responsable RH qui était française. Je dis viens avec moi, comme ça, on a une Française qui est à côté. Et donc j'étais assis au deuxième rang. Et ils ont commencé à distribuer les trophées. C'était les trophées de l'inclusion, de la diversité, de l'innovation, du recrutement. Quand ils ont commencé à distribuer les trophées, je me suis dit, moi, en tant que société, représentant de société, je peux avoir ce trophée. Et je m'étais retourné, je me rappelle très bien, je m'étais retourné vers ma RRH. Je lui ai dit, tu sais quoi? L'année prochaine, on va l'avoir. Je me dis, mais arrête, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est pas possible. Regarde, on a Veolia, on a le groupe Orange, on a le groupe Bouygues. Qu'est-ce que tu veux concurrencer ces personnes-là? Je dis, écoute, rappelle-toi très bien. Et depuis ce jour-là, je te jure, depuis ce jour-là, bon, c'était pas tous les jours en me rasant et trucs que je pensais à ça, mais c'était fréquent. Et je me suis vu, la vérité, je me suis vu monter sur l'estrade et avoir le trophée du préfet. Et depuis ce jour, j'ai commencé à travailler sur plusieurs actions pour faire en sorte que l'entité que je gérais devienne participante dans les actions qui étaient récompensées. Et on a, à travers l'année, 365 jours, c'est, tu vois, avec la neige, avec l'été, avec du moins 10, du moins 15, et on a travaillé sur ce dossier. Et je l'ai préparé tout seul. Je l'ai préparé tout seul, sans pour autant que personne ne soit au courant. Et j'ai envoyé à la région mon dossier quand ils ont ouvert les inscriptions. Et tu sais, la meilleure, c'est que ils m'ont appelé au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, moi, quand j'ai eu le chef de cabinet du préfet de la région, en me disant, on vous appelle par rapport à votre candidature, je me suis dit, bon, le muhim ou le musahama. J'aurais participé avant même qu'il me donne la réponse. Et il m'a dit, vous avez été pris. Wow. Pourquoi je te dis ça? Et on a eu le trophée et je me suis revu dans cette scène-là de prise de... Pourquoi je te dis tout ça? C'est que j'ai réalisé le fait de visionner une action et de travailler pour tous les jours, peu importe les obstacles que je rencontre tous les jours, et Dieu sait que j'en ai rencontré des obstacles, j'ai réussi. C'est pas pour me vanter. Pourquoi? Parce que c'est toute l'équipe qui a réussi. C'est pas moi. Moi, je suis rien. Je suis juste le messager. Mais toute l'équipe a réussi. Et c'est cette partie de visionner les choses et se projeter sur le truc. Et c'est une action que font les sportifs ou que font plusieurs personnes où ils se voient déjà et ils travaillent. En fait, ils ne font pas qu'imaginer, mais ils travaillent. Et je pense, et j'essaye à travers mes prises de parole de dire à ces jeunes ou à ces moins jeunes, tout le monde mérite sa chance. Maintenant, c'est à celui qui va la prendre ou pas. Oui. Tu vois? Donc, il y a l'intention et il y a l'action. Et il y a beaucoup de personnes... Il y en a qui saisissent les opportunités. Et il y en a qui réfléchissent. Qui réfléchissent. Et qui continuent à réfléchir. Et dans leur zone de confort. Et ils vont se dire, pendant toute la durée de leur vie, ils vont se trouver des excuses. Ouais. Et les excuses, c'est toujours facile d'en trouver. Toujours facile. Voilà. Exactement. Et puis, il y a ces fameuses questions qu'on te pose à chaque intervention. Celle qui revient tout le temps, quelle est celle qu'on te pose le plus souvent, et à laquelle tu ne réponds jamais pareil? Ah, c'est une question profonde. Là. Philosophique. Oui, je sais que moi, je reconnais ton style.
Écoute, il y a une question qu'on me pose tout le temps, mais à chaque fois que j'ai une rencontre ou j'ai une interview, c'est une question qu'on me pose tout le temps. C'est pourquoi tu fais ça? Et parfois, il y a certaines personnes... Il parle du monde professionnel ou ce que tu fais? L'associatif. L'associatif. Pourquoi? Parce que le monde professionnel, alhamdoulilah, ça se passe bien. Et certaines personnes me posent la question et en même temps, elles me donnent la réponse. Donc, certaines personnes qui me disent écoute, tu es supporté par un parti politique. Certainement. Ou bien, tu as un mécène derrière toi. Ou bien, tu fais ça pour passer au niveau politique, pour les élections. Ouais. Donc, j'ai eu de toutes les couleurs. Et finalement, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que, premièrement, j'aime mon pays. Et j'aime mon pays. Et au-delà des déclarations d'amour, Adnan, moi, je veux le prouver. Tu vois, je veux le prouver tous les jours en impactant positivement mon entourage. Et mon entourage, c'est mes concitoyens. C'est que quand je pars, par exemple, quand je suis parti à un événement à Tanger, j'ai eu beaucoup de jeunes qui sont venus me voir et qui m'ont dit nous continuons à voir tes vidéos, nous continuons à voir les good vibes que tu transmets, et grâce à toi, on continue d'avoir espoir dans notre pays, et grâce à toi, même si Nash Haragna, parce que Tanger c'est à côté, même si Nash Haragna. Et à partir de là, moi je considère que j'ai réussi ma mission. Ouais. Ou bien j'ai quelqu'un qui m'appelle le vendredi et qui me dit Mehdi Allah yarham bi al-walidin, grâce à toi, ou la grâce aux bénévoles, parce que je suis entouré de bons bénévoles, grâce à toi ou grâce à votre équipe, alhamdoulilah, j'ai pu trouver un travail. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai été éduqué comme ça. Qui قلنا في الأول العطاء مهم بزاف. حنا مسلمين tout simplement avant tout. حنا مسلمين. Et parce que à un certain moment, et comme je dis tout le temps, pour le coup, c'est la réponse que je donne tout le temps, parce que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Et à un certain moment, nous allons arrêter d'exister. Et donc, كيفاش بغينا الناس يتفكرونا? Est-ce qu'on va laisser notre empreinte positive en impactant notre entourage, ou bien on va passer comme n'importe quelle personne qui va être oubliée au bout d'eux. Ou finalement, Rabbi nous a demandé sans retour. Et donc nous, on applique ce que nous demande Dieu. Voilà. Quel héritage on va laisser derrière nous? Quel héritage nous allons laisser? Et je trouve dommage, et parfois ça m'attriste, la vérité, Adnan, que certaines entités puissent profiter de cet élément-là en faisant des profits personnels. Et je trouve dommage, parce que c'est un manque de citoyenneté, tout simplement. Ou le Maghreb ديالنا ما محتاجش لهادشي. Le Maghreb ديالنا محتاج اللي يعاونوا. OK, si tu veux prendre des subventions, prends ce que tu veux, il y a pas de problème. ولكن غير impact positivement ton entourage. Pourquoi? Parce que le Maghreba راه محتاجين الناس. المغاربه c'est pas un peuple خايب, c'est un peuple il عطيتيه غير شويه كتكبر فيه. Donc il قدرنا impacter positivement. Voilà. ايوا الله يكثر من بدالك السي مهدي. هادشي اللي نقدر نقول لك, parce que ce que tu fais زعما c'est ça fait chaud au cœur et c'est مفخره notre pays صراحه. Tu es dans le top 10 mondial sur LinkedIn, numéro 1 au Maroc. Félicitations déjà. Merci. Quelle place tu accordes à la marque personnelle dans une carrière durable? En fait, c'est une résultante. Si tu en fais ton personal branding, si tu en fais un sujet essentiel, tu vas à ta perte. Pourquoi? Parce que tu vas te concentrer sur l'apparence, et on sait très bien que l'apparence sans fond ne vaut rien du tout. Et je vois beaucoup de personnes qui donnent beaucoup d'importance à leur apparence dans les réseaux sociaux et trucs, mais quand tu échanges avec lui, eh ben, tu trouves qu'il est vide de l'intérieur, qu'il n'a aucune valeur ajoutée. Sauf que le personal branding est une résultante des actions que tu fais. Au départ, j'avais peut-être 150 abonnés sur LinkedIn. Là, j'en ai 67 000. Et quand j'ai commencé l'association, j'ai eu pas mal d'interactions, et j'ai commencé à partager des articles, des vidéos. Et du coup, petit à petit, il y a une communauté qui s'est créée. Et cette communauté-là est partie chercher d'autres communautés et les a ramenées vers ma communauté. Et c'est ce qui a fait que notre communauté maintenant c'est agrandi, et c'est une communauté qui est interactive. C'est pour ça que il y a ce classement-là, le fameux classement mondial. Et à un certain moment, quand tu veux avoir une influence positive, heureusement que LinkedIn ne paye pas.
Bon, j'aurais bien aimé qu'ils payent, mais ils payent pas. Mais quand tu commences à avoir une influence positive, il faut que tu travailles sur le contenu. Il faut que tu travailles aussi sur ton image. Et il faut aussi que tu travailles sur ton exemplarité. Et c'est là où j'invite les jeunes et moins jeunes qui... Alors, Mgrib utilise LinkedIn, mais l'utilise pas beaucoup. Ou bien l'utilise avec ChatGPT. Et c'est là le problème. Et en fait, je vois d'abord tous les commentaires, tous les posts sont générés par ChatGPT. Mais ce qu'on oublie, c'est que LinkedIn a amélioré son algorithme pour reconnaître ChatGPT. Donc, ce qui fait que même si tu mets un post, un texte comme ça, eh ben, LinkedIn ne va pas te mettre sur le fil d'actualité. Donc, c'est là où les gens se trompent. Et donc, pourquoi j'invite les jeunes, surtout les jeunes, à développer leur personal branding? Parce que moi, autant que recruteur, là je parle autant que recruteur, si je vais avoir un profil qui va venir me solliciter, eh ben je vais rentrer voir son profil. Et donc automatiquement, si je vois qu'il poste sur un sujet politique, ou là sur un sujet de foot, ou là qu'il a une photo prise en selfie sur son... Je vais dire, il est pas sérieux ce gars. Donc automatiquement, je vais zapper. Mais par contre, si je vois qu'il y a un jeune qui partage des sujets de son domaine de maîtrise et qui a des prises de position respectables, qui commente des sujets respectables, qui like des projets, des sujets respectables, je vais dire peut-être que je vais construire quelque chose. Et là, je peux te dire que tous les grands groupes au Maroc s'intéressent aux réseaux sociaux. Donc, s'il y a un profil, un ingénieur ou un master ou un M1, M2 qui va postuler dans une société, eh ben, ils vont s'intéresser à ce qu'il fait. Et s'il rentre et il voit que il fait des trucs il parle droite à gauche. À droite et à gauche ou à des positions extrémistes, il va jamais être appelé. Et il ne saura jamais pourquoi il n'a pas été appelé. Donc, j'invite à travers ton support que les jeunes doivent intervenir sur LinkedIn et doivent l'optimiser. Et ce qu'on a fait dernièrement, c'est qu'on a développé aussi des masterclass de comment construire son personal branding au niveau de LinkedIn de façon complètement gratuite. Et ceux qui pensent que LinkedIn, c'est du blabla, qu'est-ce que tu leur dis? En fait, LinkedIn est un réseau social, avant tout. Tu peux l'utiliser pour un sujet professionnel, tu peux l'utiliser parce que tu as eu une naissance, tu peux l'utiliser parce que tu as eu une promotion, tu peux l'utiliser pour mentir, tu peux l'utiliser aussi pour arnaquer. En fait, il est ouvert à tout. Maintenant, à toi d'en faire ce que tu veux. Et à toi, et encore une fois, l'algorithme est très intelligent de LinkedIn, et j'invite tes spectateurs à essayer ce sujet. Si au bout de 2 heures, la règle c'est 2 heures, si au bout de 2 heures, tu likes des sujets qui concernent le recrutement, dis-toi que pendant les 3 jours qui vont arriver, il va te proposer que des sujets sur le recrutement. Ouais. Si tu likes des sujets concernant la beauté, maquillage, eh ben, il va te donner que ça. Ouais. Et donc, tu en fais ce que tu veux. Si tu likes des sujets qui sont théoriques, il va te donner des sujets théoriques. Et l'important, encore une fois, LinkedIn est un outil. Ne le laissons pas nous maîtriser, mais beaucoup plus maîtrisons-le. Faisons de lui ce qu'on veut. Mais dis-tu un post ou un contenu que tu as publié et qui t'a profondément surpris par son impact? Tout de suite, là, je me rappelle d'un post qui m'a vraiment ému, déjà, personnellement, parce que je ne savais pas qu'il aurait autant d'impact. C'est le sujet, c'est un sujet concernant une jeune qui habite à Agadir. Elle s'appelle Fatima. Alors, je vais pas donner son nom de famille pour qu'elle soit pas gênée. Elle s'appelle Fatima, qu'on a encadrée au niveau de l'association il y a à peu près 2 ans de cela. Donc Fatima m'avait consulté directement parce qu'elle avait besoin d'accompagnement. On lui a mis en place un mentor qui l'a aidé. Et à un certain moment, elle a eu l'idée elle-même de faire un CV vidéo. Et donc Fatima est voilée. Fatima avait 22 ans il y a 2 ans. Et Fatima a fait cette vidéo et elle me l'avait envoyée. Et c'était juste magnifique. Pourquoi ? Parce qu'on voit une jeune qui habite pas à Agadir, mais à côté d'Agadir, في القرية عدنان يعني مسكينة ما كانش عندها les moyens الله يحسن عوانهم. Elle a fait ce CV vidéo, il était magnifique et il a créé de l'engagement incroyable sur LinkedIn où tout le monde voulait rentrer en contact avec elle pour la recruter.
Et alhamdoulilah, elle a trouvé un emploi grâce à la publication parce que l'effet était exceptionnel et du coup, on a eu plusieurs jeunes qui ont commencé à faire ces vidéos et c'est un conseil qu'on donne aux jeunes. Et il y en a des gens qui pensent que poster, c'est vendre. Qu'est-ce que tu en penses? Et pourquoi pas? Pourquoi pas؟ علاش عندنا في المغرب هذه القضيه هذه ديال الحشومه؟ علاش حنا ديما اون بلوكي باغ هذا لو مايند سيت ديال لا ما خصناش نديروا هكذا ما خصناش نديروا هذا. Aux États-Unis tu pars في الهاي واي et tu trouves une affiche ديال un avocat. Ouais. Qui parle de sa prestation. En France, tu fais les arrêts de bus, tu vas trouver une affiche d'elle, une voyante, qui va vanter ses prestations. Eh ben, on a LinkedIn. LinkedIn est un espace d'échange, est un espace de vente, est un espace de recherche d'opportunités, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle, peu importe, parce que c'est un réseau social. Donc c'est un goulot professionnel. Non, c'est un réseau social. Donc quelqu'un qui va poster, c'est son espace. C'est son espace personnel. Maintenant, libre à nous de liker ou pas liker, follower ou pas. Oui. Mais par contre, avec le jeune ou là le moins jeune, à partir du moment où il va poster des sujets qui sont intéressants et constructifs, moi je vais l'encourager. Exactement. Moi je vais même repartager ce qu'il fait. Et c'est très bien. Pourquoi? Et en fait, c'est ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. C'est ça le principe. Eh ben, si tu ne veux pas avoir de critique, eh ben ne fais rien. Eh ben personne ne va venir t'approcher. Mais si tu veux prendre des risques et la première fois, ça va pas marcher. La deuxième, la troisième, la 450e fois, ça va marcher. Et moi, ça me rappelle quelqu'un qui est toujours en vie, qui s'appelle Stephen Curry. Stephen Curry qui joue, c'est un joueur de basketball NBA aux Lakers. Stephen Curry, à chaque fois qu'il joue un 3 points, il le marque. C'est un gars, c'est un miraculé, ce gars-là. Et on lui pose toujours la question, mais comment tu arrives à faire ça? Les matchs super serrés, il arrive à marquer. Et on se dit, putain, c'est un prodige, ce gars-là. Mais sauf que, vous savez quoi, les gars? Là, vous voyez le résultat. Mais venez que je vous explique comment j'arrive à le faire. Eh ben, chaque jour, je tire 500 essais de 3 points. Je m'entraîne 500 fois. Chaque jour de la semaine. Chaque semaine du mois. Ce qui fait que sur le mois, j'atteins peut-être 50 000 ou 55 000 tirs. Et ça me fait très très mal aux mains. Ouais. Mais à la fin, le match, le vrai, je marque. Ouais. Et donc c'est ça que je dis aux jeunes. Poste tout ce que tu veux. Juste fais des erreurs. Fais un maximum des erreurs. غير واحد القضيه ما تبلوكيش راسك بحشومه. الا بلوكيتي راسك في حشومه راه غادي تبقى في ta zone de confort وغادي يعجبك الحال parce que tu vas être au chaud. Mais par contre, à côté, tu as d'autres personnes qui prennent des risques, qui se cassent la gueule la première, deuxième, 15e, 100e fois. Mais ils vont y arriver. Alors que toi, tu es toujours à les regarder, à faire des remarques et à critiquer. Et se débarrasser du regard des autres. Ouais, voilà. Exactement. Voilà. Mehdi, on arrive presque à la fin. Déjà? Ouais. C'était vraiment... Mais on a un petit segment de questions, signature de perspective. Vas-y. Je vais te poser des questions et tu réponds instinctivement, vite fait, et puis on passe à la conclusion. Qu'est-ce que tu as compris du monde professionnel que tu aurais aimé savoir à l'âge de 22 ans? Que c'est un monde qui n'est pas facile du tout. Que c'est un monde où on doit être très très fort émotionnellement et on doit être préparé. Et que les écoles doivent travailler, l'enseignement supérieur doit préparer nos jeunes à ce monde-là qui n'est pas facile du tout. Quel est le plus grand échec au moment de doute qui t'a construit? Aïe, c'est une question profonde celle-là. Raconte-nous. J'avais intégré une entreprise et j'avais refusé un poste de responsabilité dans une autre entreprise qui était très 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 bien. Et quand j'ai intégré cette entreprise, j'ai rencontré on va dire des sharks, des requins, des baleines, des serpents, des scorpions, tout ce que tu veux dans la partie zoophile. Ici au Maroc ou Non, au Maroc. Et je suis passé par ce qu'on appelle une longue traversée du désert qui m'a remis toutes les pendules à l'heure. Et alhamdoulilah, au lieu de baisser les bras, au lieu de faire demi-tour, j'ai continué et alhamdoulilah, à la petite cuillère, j'y suis arrivé. Quand tu regardes le Maroc dans 10 ans, qu'est-ce que tu veux y voir? Je vais y voir de l'équité.
Je veux y voir de l'équité, je veux y voir de la chance pour tous. Chaque Marocain a droit à sa chance pour réussir. Je veux y voir, des Marocains qui ont du travail. Je veux y voir des connivences, plutôt de l'homogénéité entre le monde des entreprises, les écoles, les universités, les associations et le gouvernement. Je vais y voir où le Marocain a une vie qui est... tous les Marocains ont une vie, des carrières qui sont réussies. Et je vais y voir aussi des jeunes et des familles de jeunes moins inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. Et je veux y voir, pour revenir, l'équité. Et enfin, quelle perspective voudrais-tu que les gens retiennent de toi après cet épisode? Que je suis un messager. Alors, je vais pas dire messager de Dieu parce que ça va pas faire Messie et compagnie. Non, je suis juste un messager qui a que je considère que j'ai une mission sur cette terre. C'est premièrement avoir une famille ou faire en sorte que mes enfants, ma famille puissent évoluer dans de bonnes conditions. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, c'est que mon pays évolue. Et je suis convaincu, malgré les moments de doute, malgré parfois beaucoup d'obstacles que je rencontre au niveau de la vie associative, je suis convaincu que l'impact le chemin va être lent, mais il va y avoir de l'impact. Donc, ce que je souhaite qu'on garde de moi en tant qu'être humain, c'est qu'à un certain moment, il a essayé d'impacter positivement et il y est arrivé à la cuillère, toujours à la cuillère. Merci Mehdi pour ta présence, ta clarté et ton engagement. Merci. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi dans tes perspectives. Une conversation à ton image, inspirante, engagée et tournée vers l'impact. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chère audience, d'avoir écouté et d'avoir vu notre épisode. Et à bientôt dans d'autres perspectives.